Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue au podcast Santé pour tous de TDM Santé Innove. Nous abordons dans ce nouveau numéro, soutenu par le laboratoire VitalCare, un thème d'actualité qui est l'obésité, un fléau mondial qui s'installe de plus en plus dans notre pays, une menace réelle pour la santé de nos enfants. D'ailleurs, l'OMS tire la sonnette d'alarme sur l'augmentation du taux de prévalence qui a atteint le niveau d'épidémie. Une enquête qui a été réalisée par l'Institut national de santé montre que plus de 13% des enfants, plus précisément 13,4% des enfants âgés de 5 à 11 ans, sont obèses dans la wilaya d'Alger. Par ailleurs, l'enquête Stepwise de l'OMS de 2016-2017 a fait état de 30% d'obésité chez les femmes et 14% chez les hommes, soit 22% de la population algérienne âgée de 18 ans à 69 ans est obèse. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir professeur Samia Zikri, spécialiste en médecine interne et membre de la Société algérienne d'obésité et des maladies métaboliques, pionnière en éducation thérapeutique, experte au ministère de la Santé. Bienvenue, professeur, à notre podcast Santé pour tous. Bonjour, Madame Courta, et merci de l'invitation. Donc, nous allons discuter aujourd'hui de l'obésité qui est un fléau mondial, je l'ai déjà dit, et qui est quand même une prévalence qui s'installe d'une manière inquiétante au niveau mondial, chez nous aussi, dans notre pays. Qu'est-ce que c'est que l'obésité aujourd'hui, si on doit la définir d'une manière, en quelques mots? Je suis d'accord avec vous quand vous dites que notre pays est concerné de plein fouet. Effectivement, en tant que spécialistes, nous sommes très, très alarmés et nous avons justement essayé d'alerter nos autorités sanitaires déjà depuis 3 ans. L'obésité, qu'est-ce que c'est? En fait, on ne parle plus d'obésité comme étant un facteur de risque, c'est un état pathologique, c'est une maladie chronique reconnue depuis 1997 par l'OMS, classée comme maladie chronique. Et qui dit maladie chronique dit par là même que c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir, mais qui va s'inscrire dans la chronicité. Et donc, il faut qu'il y ait un suivi. Bien sûr qu'il y a des moyens de lutter contre, mais il y a non seulement un traitement, mais un accompagnement qui doit s'inscrire dans la durée pour que le malade ne revienne pas en arrière. Et à quel moment doit-on dire que cette personne est obèse? En fait, les choses sont très simples, clairement définies. La définition la plus simple, c'est celle de l'OMS, qui dit qu'il faut calculer le body mass index ou indice de masse corporelle, qui est tout simplement un rapport de votre poids sur votre taille élevée au carré. Et donc, si votre rapport montre un chiffre inférieur à 25, vous êtes dans la norme. Inférieur à 18,5, vous êtes malnutri. À partir de 25 jusqu'à 29,9, vous êtes en surpoids. Et à partir de 30, vous êtes obèse. Et dans l'obésité, il y a plusieurs stades. Il y a l'obésité qui est modérée. À partir de 35, elle est sévère. Et au-delà de 40, c'est l'obésité morbide, c'est-à-dire réellement maladie, qui est obligatoirement associée à d'autres maladies. Justement, on parle de surpoids. Quelle est la différence? À quel moment, c'est-à-dire, doit-on maintenant définir l'obésité en tant que telle et surpoids qui pourrait éventuellement peut-être être pris en charge à l'avance? Alors, moi qui suis dans la santé publique depuis 46 ans, évidemment, je veux m'intéresser d'abord au surpoids, parce que c'est comme lorsqu'on est dans la prévention pour le diabète. Le surpoids, c'est plus facile à corriger que une obésité. Donc, il faut, à mon avis, agir au niveau de la population générale et au niveau des enfants en particulier, sur le surpoids. En fait, c'est une étape précoce, c'est comme lorsqu'on fait du dépistage précoce, et donc c'est plus facile à corriger que lorsqu'on atteint un état plus tardif. Donc c'est un déterminant important justement pour décider s'il y a une obésité ou pas. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que on ne doit pas attendre d'être dans l'obésité. On doit, dans toutes les consultations, on doit absolument peser la personne, la toiser, calculer ce body mass index
et tout de suite se mettre à l'alerter et commencer. C'est comme ça qu'on capte les malades. Bien entendu, il y a la population générale par comme ce que vous faites, la sensibilisation, par soit des documentaires, soit des reportages, etc. Mais ça ne suffit pas. Il y a les médecins dans toutes les et pas uniquement que le médecin, dans tous les centres de proximité, on devrait pouvoir agir pour capter ces personnes le plus tôt possible. Tout à fait, d'autant plus que les prévalences sont en augmentation et l'OMS s'inquiète justement du niveau de prévalence qui ont atteint le niveau d'une épidémie qui nous rattrape dans notre pays aujourd'hui. Tout à fait. Alors. Et l'étude que vient de réaliser l'INSP nous met un peu la lumière sur ce fléau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, en fait, on a assisté dimanche dernier à la restitution de l'enquête menée par l'INSP sur l'obésité de l'enfant. Donc, eux, ils ont posé une problématique. Leur objectif était de calculer une prévalence dans la classe entre 5 ans et 11 ans. Pourquoi entre 5 ans et 11 ans ? Parce que quand on a des enfants obèses dans cette tranche d'âge, l'obésité risque de se pérenniser. Voilà pourquoi c'est très intéressant d'avoir capté ce taux d'obésité, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça ne concerne que la wilaya d'Alger. Mais c'est un chiffre qui a été mené selon une méthodologie correcte et validée, et donc c'est un chiffre qui est valable. Attendons un peu, je suis sûre qu'il va être validé par l'OMS. Vous pensez que le chiffre est inquiétant, 13,4% des enfants âgés entre 5 et 11 ans dans 46 écoles. L'enquête, il faut que je rappelle que l'enquête a été réalisée dans 46 écoles au niveau de la wilaya d'Alger, en collaboration avec l'Office national des statistiques, donc on vous le dit, dans un échantillon quand même assez représentatif. Est-ce que vous pensez 13,4% d'obèses à Alger est inquiétant ? Alors, quand on fait parler les chiffres, normalement, on doit les comparer. Vous avez entendu comme moi ce jour-là que ce chiffre est situé dans la zone intermédiaire par rapport aux autres pays d'Afrique, du Moyen-Orient. Mais moi qui suis dans la santé publique, je compare ce qui est comparable. Et vous savez que en Algérie, il y a des travaux de recherche quand même qui ont été, les travaux de thèse en particulier, c'est des travaux de recherche. Et je citerai par exemple le travail du professeur Amel Hadji qui s'est consacré à l'obésité à partir de 2006, mais dont la thèse a été soutenue en 2012. Dans cette tranche d'âge, elle trouvait entre 4,5 et 5% de taux d'obésité chez l'enfant. Alors, en 2012. En 2012. On est en 2024, 12 ans après, le chiffre a presque triplé. En tout cas, il est au moins de 2,5 fois. Pour moi, c'est très alarmant. On doit tout faire pour contenir. Il faudrait pas qu'on subisse les affres de ce qu'on a subi dans le diabète. Il faut à tout prix commencer très vite pour contenir les choses. D'autant plus que vous le dites vous-même, d'ailleurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que l'obésité est une maladie chronique, validée et rappelée à chaque fois par l'OMS. Et elle constitue aujourd'hui un facteur de risque et un lit pour d'autres maladies, notamment le diabète. Vous confirmez ? Alors, pour que les gens comprennent bien cette histoire, dans le temps, l'obésité était considérée comme un simple facteur de risque. On luttait contre, au même titre que le tabagisme, l'hypertension artérielle, le cholestérol, etc., parce qu'on savait qu'elle jouait un rôle dans l'athérosclérose. Et l'athérosclérose, c'est elle qui provoque après les maladies cardiovasculaires. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité en Algérie. Oui, les maladies cardiovasculaires sont la première cause. Oui. Mais ce qu'on a compris avec le temps,
c'est que cette obésité a un rôle central. C'est-à-dire que réellement, quand on est obèse, on est exposé à faire toute une constellation d'autres maladies. En particulier, qu'est-ce qu'on connaît bien? Le diabète, il y a un lien direct. Il y a l'hypertension artérielle, il y a les maladies cardiovasculaires, dont les AVC, les infarctus du myocarde. Et vous avez remarqué que ces pathologies qui tuent précocement l'individu se voient justement sous la forme de mort subite. Très souvent, chez des jeunes, enfin des personnes de plus en plus jeunes, donc qui normalement devraient être productives. Et vous voyez un peu l'impact non seulement sur la mortalité, mais également sur le plan économique. Justement, il y a aussi les maladies digestives, les maladies mentales. La santé Tout mentale à aussi est fait. altérée par cette obésité. Tout à fait. Pendant longtemps, on a négligé cet aspect et les malades sont de plus en plus en fait stigmatisés et il y a une injustice par rapport à l'emploi. D'abord, il y a une mésestime de soi quand il se voit dans le miroir. Mais là, on a compris que maintenant, on est dans une dynamique de prise en charge des maladies chroniques de façon holistique et globale, ce qui veut dire que le malade est au centre de nos préoccupations et on prend non seulement la maladie sur le plan physique, mais également sur le plan mental, mais également sur le plan social, parce que il nous importe d'insérer cette personne à sa place dans la société pour qu'elle soit productive et qu'elle ne soit pas marginalisée. Oui, elle est considérée toujours, je rappelle que c'est un facteur de risque, mais qui provoque des maladies, quand même de nombreuses maladies chroniques en Peut-être parallèle. Oui, mais peut-être qu'on Oui. n'a pas cité Oui. l'une des maladies qui fait le plus peur, c'est les cancers. Au jour d'aujourd'hui, on sait que les obèses font plus de cancers que les autres parce que c'est sous-tendu par une insulinorésistance qui explique aussi bien. Il y a une autre maladie qui est à la mode, on en parle de plus en plus depuis quelques années, c'est l'apnée du sommeil. Ces personnes vont se mettre à mal respirer le soir dans leur sommeil. C'est souvent entrecoupé de pauses, des pauses qui vont fatiguer le cœur et ils vont mourir précocement de maladies cardiovasculaires. Tout à fait. Donc, à juste titre, votre rappel est important. Donc, c'est des maladies qui nécessiteraient aussi des prises en charge, toutes ces maladies. Donc, l'impact économique qui sera quand même assez important. Alors, je pense que ça tombe sous le sens. L'impact économique, nous avons intérêt à soigner des personnes en tout début de maladie plutôt que d'attendre qu'elles se compliquent ou qu'il y ait toute une comorbidité associée. Ça deviendra plus cher forcément. Et en plus du coût, parce qu'une maladie, plus elle est compliquée, plus elle est complexe, plus elle est compliquée, plus elle va coûter cher. Prenons par exemple la dialyse chez les diabétiques. Prenons les gens qui sont aveugles, qui du fait donc de la rétinopathie diabétique, qui ne peuvent plus travailler. Prenons le pied diabétique où le malade va s'absenter de plus en plus, quitte à ne plus pouvoir travailler. Donc, c'est ça qui revient cher. Et plus on va dans la prise en charge précoce et de plus en plus multidisciplinaire, et mieux c'est. Multidisciplinaire, ça veut pas dire qu'on va augmenter les coûts de santé. Lors de ma formation, moi, je suis passée par un modèle à Genève où réellement, quand un malade est hospitalisé ou bien consulte, même à titre ambulatoire, il provoque comme ça une réunion de plusieurs spécialistes qui vont plancher sur le dossier du malade pour lui proposer des solutions lorsqu'il le convoque. Une fois, on va pas mettre le patient en détresse pour l'envoyer d'un spécialiste à l'autre avec tout ce que ça comporte comme absentéisme, etc. et coûts de santé. Donc l'obésité nécessite alors une prise en charge qui doit commencer d'abord par la prévention. Et quelles seraient aussi les actions qu'on pourrait mener pour justement réduire cette prévalence qui est en train d'augmenter d'année en année et pouvoir peut-être réduire
l'apparition d'autres maladies chroniques et notamment la mortalité. Alors, c'est bien pour ça que nous avons créé une société algérienne de l'obésité et maladies métaboliques. Et vous n'ignorez pas qu'en février de cette année, donc 2024, nous avons restitué le guide de l'obésité où on avait inclus, y compris des pédiatres avec nous, mais elle s'occupe de l'obésité. Enfin, ce guide parle un petit peu de la stratégie à adopter dans le pays concernant l'obésité dans sa globalité. Et dans cette stratégie, nous avons défini en fait 3 niveaux, mais 1, 2, 3, mais moi je dirais qu'il faut commencer au niveau 0, c'est-à-dire que le niveau 0, c'est de la prévention au quotidien, partout, par tout le monde, le pharmacien, l'infirmier, le médecin, le psychologue, tout le monde, dans les maternités, partout on devrait déjà faire ça. Le niveau 1, c'est celui où le médecin généraliste, ce qu'on appelle le médecin de la proximité, va déjà commencer à dépister. Et là, quand on parle de médecin, il ne s'agit pas que du médecin du public, c'est médecin public et privé. Au jour d'aujourd'hui, il faut absolument, dans ces maladies de santé publique, qu'on travaille la main dans la main. Donc, niveau 1, c'est le médecin habituel, l'omnipraticien. Qui nécessite une formation là, en principe, ça fait déjà partie de la formation le cursus médical. Le niveau 2 maintenant, il faut absolument qu'on crée des consultations spécialisées en obésité. Et c'est là qu'intervient la formation. Ces spécialistes de l'obésité, c'est qui? C'est soit l'interniste, soit l'endocrino, soit le pédiatre, qui vont exister dans des lieux, nous avons déjà ciblé, enfin déterminé des endroits comme les maladies, les maisons des diabétiques, qui sont de toute façon des lieux de consultation, et puis les services de médecine interne, les hôpitaux où il y a des services de médecine interne ou d'endocrino-diabéto vont créer ces consultations spécialisées avec tout ce qu'il faut, l'équipement, là, parce que on ne l'a pas. Dans plusieurs fois, quand vous recevez un obèse, vous n'avez même pas un tensiomètre adapté à l'obèse. Oui. Les balances doivent être adaptées à l'obèse, les sièges pour les ambulances pour les déplacer, etc. Et le niveau 3, ça serait réellement des unités spécialisées en obésité et de recherche. Ces niveaux 3, c'est réellement pour les cas complexes où il y aurait une réunion, ce qu'on appelle la RCP, pluridisciplinaire, pour décider de la prise en charge de ces malades complexes. Et également, ces unités ont un devoir de recherche, d'échange avec à l'échelle nationale et internationale, parce qu'il faut bien échanger avec les autres pays pour se situer. Et en même temps, elles doivent donner des directives aux autres paliers, mais les autres paliers doivent également remonter leurs préoccupations. Donc, je ne sais pas si vous voyez la dynamique à double sens. Voilà ce qui a été arrêté comme stratégie pour la lutte contre l'obésité. Voilà, contre l'obésité. Mais c'est juste un guide qui a été fait à l'intention des médecins dans un premier temps, hein. Mais il y a toute une stratégie qui va être réellement Justement, donc c'est plus une stratégie détaillée. Nationale élaborée, enfin, qui est quand même initiée par le ministère de la Santé. Il y aura un plan national. Oui, voilà, hein. donc nous, on a fait juste un guide. Voilà, donc il y a une stratégie qui va s'inscrire dans le cadre d'une stratégie nationale élaborée par le ministère de la Santé. Effectivement, nous avons assisté à la restitution du guide, mais dans ce guide, j'ai bien compris qu'il prend en charge un peu tous les aspects des personnes déjà obèses. Que prévoit pour les enfants ? Non, alors dans le guide, moi personnellement, puisque j'ai fait la partie cahier des charges et tout,
On avait eu beaucoup de discussions avec le président de la société algérienne et tout. Oui, Nous sommes... Monsieur professeur Tbaibia. Voilà, Oui, professeur Tebaibia. Nous ne dissocions pas, puisqu'on s'inscrit dans la prévention, oui, tout à le fait. surpoids de l'obésité, parce qu'on veut agir précocement. Et justement, vous avez parlé de l'étude de l'INSP. Moi, je suis sortie satisfaite par un chiffre valide qu'on va pouvoir discuter au cours de nos réunions, etc. Mais j'ai été quand même frustrée du fait qu'il n'y ait pas eu la prévalence du surpoids. Mais c'est pas trop tard, parce Tout à fait. qu'ils ont Déjà des données. ils ont toutes les données, et il suffit de les analyser pour nous sortir un chiffre du surpoids concernant l'enfant. Donc, Toujours si dans on cette revient tranche au d'âge. guide lui-même, Oui. est-ce que la partie enfant est consacrée dans ce guide? Non, alors, Voilà. les pédiatres ont travaillé avec nous, parce que c'est un guide qui a eu, oui, il y a une partie qui s'est occupée de la partie enfant, mais je pense que le guide était là pour tracer les grandes lignes, dire voilà ce de quoi on va pouvoir parler, sur quoi on va pouvoir plancher, travailler, mais en même temps, dans ce guide, outre cette organisation, nous avons également alerté les autorités sanitaires par rapport à la prise en charge. La prise en charge de l'obèse au jour d'aujourd'hui en Algérie, qu'en est-il réellement? C'est une maladie chronique qui nécessite certes des règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la nutrition et à l'activité physique, mais pas que. Il y a quelque chose de très très important dans ces maladies chroniques, et à mon sens, on l'a pas encore bien compris en Algérie. Dans toutes les maladies chroniques, il y a le compartiment éducation thérapeutique qui est très, Oui, très on important. va en arriver, ce D'accord. sera dans la prochaine Mais question. je vais juste dire qu'il doit intervenir dès le début. Et puis, toujours dans la prise en charge, il y a au jour d'aujourd'hui les analogues du GLP-1. Oui. Ça, dont ce on sera ne la partie dispose pas. thérapeutique, effectivement. Dont on ne Mais dispose on restera seulement sur l'aspect Très bien. enfant, où on discute quand même l'étude D'accord. de l'OMS, donc toutes les actions, et puis la prévention, vous avez insisté sur la prévention, donc peut-être changer le mode alimentaire, les habitudes alimentaires, et puis promouvoir l'activité physique. Je pense que c'est ça qui doit se faire plutôt chez les enfants. Ça doit se faire chez tout le monde, mais D'abord chez en l'enfant, particulier, bien entendu. Alors, il y a ce qu'on appelle le changement, la modification de comportement. La modification de comportement, c'est le plus difficile à obtenir dans ces maladies chroniques. Mais il va falloir mettre en place toute une politique pour encourager ces modifications. Mais vous savez bien que le lobbying, le marketing est là pour déjouer les bonnes actions. Oui, oui. Mais il faut que aussi les parents soient vigilants et qu'ils Tout à fait. comprennent que c'est dans l'intérêt de leurs enfants. Vous avez à maintes reprises relevé le rôle de l'école, justement, dans cette sensibilisation et aider à lutter contre l'obésité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui? Écoutez-moi, en 93, on venait de recevoir un nouveau chef de service. À l'époque, on parlait de la stratégie dans le service, de quoi on allait s'occuper, et je lui disais, à l'époque, on devrait, puisqu'on a travaillant à Birtraria, on avait beaucoup de médecins de l'hygiène scolaire, et d'emblée, je lui disais, on va les former pour introduire l'hygiène, les unités de médecine scolaire, oui. Voilà, pour qu'ils fassent la sensibilisation des enfants. Et quand bien même il y a des mamans qui sont analphabètes et tout, cet enfant va pouvoir lui-même faire des remarques à sa maman. D'autant plus, professeur Zekri, dans l'étude de l'INSP, on a relevé qu'un des facteurs de risque, c'est la non-instruction de la maman. Eh bien, tout à fait. Et on peut agir, soit par le biais des médias, mais également et particulièrement par le biais des écoles, par la formation, l'information et la formation, l'éducation. Absolument. L'éducation, parce qu'il y a l'éducation sanitaire, ouais. Ça c'est de l'éducation sanitaire. Et l'éducation civique, effectivement, qui doit se faire à l'école. On entame maintenant la deuxième étape de ce podcast, c'est un peu comment doit-on prendre en charge ces conséquences de l'obésité, le focus sur le diabète.
Aujourd'hui, c'est le diabète, on le sait, en Algérie, c'est quand même plus de 14% de la population âgée de 18 à 65 ans qui est diabétique. 69 ans. 69 ans, effectivement, qui est diabétique. C'est quand même les complications aussi. En étant maladie chronique, a encore d'autres complications. Vous allez parler de la rétinopathie, la néphropathie, le pied diabétique. Comment doit-on justement prendre aujourd'hui cette maladie et si on doit l'appréhender déjà dès le départ? Vous avez parlé de l'éducation thérapeutique. Je rappelle que vous êtes pionnière dans cette approche justement de l'éducation thérapeutique pour aider les patients à comprendre sa maladie et pouvoir ramener le médecin à être centré sur le patient pour pouvoir l'aider à mieux se soigner et puis à mieux une meilleure prise en charge. Tout à fait. Alors, non seulement il faut que le médecin change d'attitude, et ça ne vient pas tout seul. C'est vrai que c'est avec la formation. Ce qu'on peut déplorer en Algérie, c'est que l'éducation thérapeutique ne fait pas partie du cursus d'apprentissage à la faculté, alors que ailleurs, elle est enseignée. Deuxièmement, donc le médecin doit changer, mais le médecin, vous savez, la demande est tellement importante qu'il ne dispose pas beaucoup de temps. Mais ce qu'on lui dit, parce que c'est chronophage, l'éducation thérapeutique, on veut que ce malade, il soit au centre de nos préoccupations et que nous allons réellement négocier des choses avec lui transférer des connaissances, mais également des compétences pour le rendre acteur dans sa maladie, puisqu'il passe pas beaucoup de temps avec nous. Vous savez, réglementairement, c'est 30 minutes qu'on devrait leur accorder et en général, c'est 10 à 15 minutes qu'on leur accorde. En 15 minutes, lorsque vous avez une maladie chronique comme le diabète, où il y a 36 000 médicaments, oui. Voilà, et il vous reste pas beaucoup de temps pour faire la bonne éducation thérapeutique. C'est pour ça qu'il faut réellement créer des unités d'éducation thérapeutique qui existent déjà. Bon, l'effort est là. On a progressé. Il y a même eu des formations d'équipe pour les services prioritaires qui sont les services, je commence par la médecine interne étant interniste, mais les services de diabéto-endocrino en priorité. Mais l'éducation thérapeutique devrait exister pour toutes les spécialités. D'ailleurs, vous étiez un des premiers centres. Vous avez été un des premiers centres à faire la consultation éducation thérapeutique. Eh ben, vous vous rappelez, vous avez travaillé avec moi en 2007 sur cet aspect. Justement. Où j'avais créé l'unité d'éducation thérapeutique dans le service de Birtraria. Et ça a donné des résultats, j'imagine. Ben, tout à fait, ça devient. En fait, évidemment, c'est pas évident pour les gens qui sont actifs, qui travaillent et tout, de venir, parce qu'on leur donne une tranche horaire bien déterminée et il n'y a pas toujours du personnel exclusivement dédié à cette activité. Il faudrait qu'on y arrive, mais ce qu'on essaie de faire, c'est trouver des solutions. Donc, non seulement il y a des services où mais on pourrait faire de l'éducation thérapeutique à distance. Justement, aujourd'hui, il y a des moyens de technologie. Tout à fait, comme on suit les diabétiques à distance. Donc, ça peut par se faire. Les applications, la téléconsultation, les applications justement sur les smartphones où on pourrait éventuellement inscrire le malade sur une plateforme avec son médecin traitant qui pourra communiquer ses résultats à chaque fois et que le médecin réajuste. Justement, c'est la dernière question d'ailleurs à laquelle on est arrivé. Justement, ces moyens d'autosurveillance, ces moyens comme on disait, des applications, comment ça se passe actuellement? Eh bien, c'est un moyen. C'est un moyen. Alors, je vais prendre l'exemple du diabète. Au jour d'aujourd'hui, d'abord, comment est-ce qu'on suit un diabétique en général? Il y a l'autosurveillance avec les bandelettes au doigt, donc le malade se pique et après, il doit interpréter ce chiffre. S'il se contente juste de regarder et il ne sait pas quoi faire parce qu'on ne l'a pas formé, qu'est-ce qui va se passer? Il est tétanisé. Bon, l'hypoglycémie, en général, on les forme, il va savoir se corriger, mais très souvent, parfois, il va diminuer les doses de façon incongrue. Et puis, quand c'est très élevé, il regarde
Et quelle est l'attitude qu'il a? Il va finir par abandonner l'autosurveillance parce qu'il se dit qu'est-ce que je peux faire? Et donc, c'est des bandelettes que l'État a consenti ou que la CNAS a donné remboursées. Elles sont remboursées, voilà, oui. elles sont remboursées et puis c'est pas utilisé. Les malades nous ramènent parfois des sachets à la prochaine consultation quand on arrive donc il y a à un garder moyens. gaspillage à ce niveau-là. Énormément de gaspillage. D'où la nécessité et pourtant, de l'éducation. ça coûte cher. D'où la nécessité de l'éducation. Maintenant, ces solutions digitales, elles sont magnifiques. C'est un support extraordinaire, mais pour les personnes qui peuvent manipuler un outil informatique et qui savent ce que c'est qu'une application et comment, parce que après finalement on utilise déjà des lecteurs qui sont connectés et justement ça aide beaucoup le médecin, ça aide beaucoup le patient et ça aide beaucoup le système de santé. Ça prend toutes les données. Absolument. Et ça peut les répercuter. En fait, ça va, c'est pas prendre pour prendre, c'est ensuite le médecin traitant peut les consulter et à ce moment-là discuter avec son patient pour les choses à corriger ou décider par exemple que ce patient ne viendra pas au bout de 3 mois mais au bout de 6 mois ou le rappeler au bout d'un mois parce qu'il y a des réglages à faire. Oui. Mais Djamila, un petit scoop par rapport à l'éducation thérapeutique. D'aujourd'hui, on est dans cette on veut évoluer. Et on se dit, pour les malades qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils travaillent, ou les malades handicapés, ou les personnes âgées, les personnes âgées, il faut qu'il y ait comment dirais-je, des moyens de ce genre. Alors, par exemple, la médecine à domicile. Personnellement, oui, on peut le faire, on peut faire de l'éducation à domicile. Mais là, il y a un projet de recherche qui est un projet, qui rentre dans le cadre des PNR, dans lequel les programmes nationaux de recherche, oui. dans lequel je suis membre avec les informaticiens du CERIST, et nous essayons de répondre à la question, il est pratiquement terminé, est-ce que c'est aussi une solution pour le malade algérien? Bon, bien sûr, c'est sur un nombre de malades. C'est pour répondre à cette question de est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Est-ce qu'on peut faire de l'éducation thérapeutique à distance pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer? Et quand bien même eux, ils ne peuvent pas maîtriser l'outil informatique, en s'appuyant sur un tiers. Généralement, ce sont les filles qui se consacrent. Oui, mais un pourquoi membre de pas, la famille, il y a parfois des hommes aussi. Oui, un membre de la qui famille. s'impliquent. Oui. Voilà, qui peut leur consacrer un petit peu de temps pour mettre leurs connaissances à niveau. La Société algérienne d'obésité? Non, pas du tout. C'est un PNR. Ce sont donc travail de recherche de l'université. Les informaticiens qui m'ont approché, qui m'ont demandé, parce que j'avais fait justement Diabir à l'époque avec eux. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Oui, justement, professeur Zekri, vous avez soulevé tout à l'heure, parfois le patient, il se retrouve avec une valeur qui l'inquiète et qui ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'aussi, tous ces appareils que nous utilisons, et il y a une panoplie de marques chez nous, sans les citer bien sûr, est-ce que vraiment c'est des appareils qui sont d'automesure auxquels on peut vraiment faire confiance à 100%? Alors, c'est une question... Le débat a été déjà posé depuis des années. C'est une question qui est très pertinente, mais après, c'est pas à moi. En fait, moi, en tant que spécialiste, je maîtrise quelques marques parce que je les ai testées, etc. Je travaille avec. Mais vous dire que valent tous les lecteurs qu'on retrouve en Algérie, etc. Il y a des normes auxquelles ils doivent répondre. Donc, il est important aujourd'hui. Voilà. Et donc, il faut exiger de travailler avec des appareils qui ont prouvé leur validité parce qu'il faut s'inscrire dans un intervalle de plus ou moins 15% pour la norme ISO 2015. C'est-à-dire que quand vous vous piquez au doigt, cet appareil
peut, par rapport à la glycémie veineuse, vous donner une glycémie qui est soit supérieure de 15%, soit inférieure de 15%. Mais plus que ça devient anormal. Mais c'est quand même des valeurs importantes pour vous en tant que clinicien, de savoir la mais réelle, bien sûr, mais c'est bonne... pour ça que je vous ai dit, moi je me cantonne à quelques marques dont j'ai testé réellement la validité de ces lecteurs, et à ce moment-là, j'apprends à mes patients de travailler avec. Mais les patients, ils ont une tendance à vouloir comparer. Alors, comme on leur donne à tort et à travers des lecteurs, ils se testent et ils vont se tester sur plusieurs lecteurs. Et le malade, qu'est-ce qu'il veut? Il veut toujours faire croire qu'il est bien équilibré. Donc, ce qui va l'arranger, c'est le chiffre le plus bas. Alors que ça ne veut rien dire, ce chiffre le plus bas. Pourquoi les outils connectés sont intéressants? Parce que le malade, il va pas pouvoir tricher et reporter le chiffre qu'il veut sur le carnet. Ça va être directement enregistré, et le médecin qui est au bout va réellement avoir des chiffres comme on avait avant l'HbA1c. Oui. Qu'on appelait le BIOA, parce qu'elle permettait de voir, parce que le malade, il peut pas tricher là-dessus. Voilà. Il peut pas la tricher. Et là, ces outils connecteurs. Alors, les outils connecteurs, moi, je vois dans la pratique, ce sont surtout les jeunes, parce qu'ils sont nés dans cette révolution du digital. Donc, ils maîtrisent très vite, etc. Ça veut pas dire que les autres ne peuvent pas maîtriser. Il suffit de leur apprendre. Un aidant, peut-être. Il suffit de leur apprendre, à mon avis. Oh, je vous remercie, professeur Zekri, pour toutes ces informations, toujours pertinentes et très, très dans le détail. On a bien compris que l'obésité aujourd'hui est un fléau mondial, mais qui touche l'Algérie aussi. Mais on doit agir. Je pense qu'on a déjà commencé avec la stratégie nationale et peut-être vers un plan national de lutte contre l'obésité. Mais il y a aussi un changement de comportement qui doit se faire à tous les niveaux. Vous l'avez bien expliqué, chez le médecin, chez le patient, chez la famille, chez la maman, à l'école. Ces changements doivent aujourd'hui être menés pour lutter contre cette maladie à 1000 maladies, au fait, on peut le dire, parce que si on voit que certaines maladies qui vont venir aujourd'hui, qui vont coûter très cher au trésor public, c'est quand même très, très important à prendre en compte. Je vous remercie d'avoir suivi notre podcast Santé pour tous de TDM Santé Innove. Merci. Merci à vous.